suis Solange Famille de My Passion My Job. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur cette plateforme et je profite de l'occasion qui m'est accordée pour vous adresser tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir un invité pas comme les autres. Oui, certes, la passion concerne tout ce que nos mains peuvent faire, tout ce que, tous les dons et talents, mais sauf qu'il y a d'autres dont la passion est l'inclinaison vers le cerveau. Nous recevons aujourd'hui Joseph de Joe Brings. Bonjour Joseph. Bonjour Solange. Bonne année. Bonne année à toi. Comment vas-tu? Je vais très bien, toi. Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie, c'est avec plaisir aussi que je l'ai fait. Alors, comme je le disais, Joseph est neuroéducateur et spécialiste en neurosciences. Alors, je te laisse l'opportunité de te présenter au public. Ok, moi je suis de mon nom Joseph Njongan et de mon nom de travail Joe Brings. Alors, je suis un neuroéducateur, une personne en fait qui éduque les gens sur le fonctionnement de leur cerveau, qui les enseigne en fait qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau lorsqu'ils font ci ou ça ou ci ou ça. Donc de façon plus détaillée en fait ma spécialité c'est le cerveau, la psychologie, l'explication des comportements et des motivations de tout un chacun dans ce qu'ils font. Donc je me suis intéressé à ce domaine parce que j'aime bien comprendre en fait ce qui se passe dans la tête des gens. Voilà pourquoi ma profession de neuroéducateur et spécialiste en neurosciences. Comment tu as eu cette passion? Comment est-ce que tu as découvert ta passion pour le cerveau? Ok, premièrement, tout a commencé à l'âge de 8 ans. Parce que, voilà, tant tout petit, comme tout autre enfant, je rêvais en fait de comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui se passait dans le cerveau des gens en fait. Pourquoi celui-ci fait tel choix, pourquoi celui-ci se comporte ainsi, ou pourquoi l'autre en fait fait comme ça en fait. Moi, je suis tellement intéressé par ce qui se passe dans la tête. Et c'était déjà le premier élément. Le second élément, c'est arrivé en 2013 lorsque je composais mon examen de probatoire C en mathématiques. Alors que j'étais en train de faire cette épreuve cruciale, j'ai eu une perte de mémoire à cet instant donné. Et près d'une heure de temps, en fait, je ne parvenais plus à me souvenir, à me rappeler de mes formules en mathématiques. Et c'est comme ça que j'ai terminé l'épreuve. Et puis, à la fin de la compo, je n'ai pas eu mon examen. Et c'est à partir de cet incident particulier que j'ai décidé en fait de m'intéresser à comprendre en fait l'origine de mon problème et trouver des solutions et les proposer aussi à d'autres personnes qui en souffrent. Donc ça c'est l'origine de ma passion. Et je peux ajouter aussi que je veux en fait moi c'est aider les gens à améliorer leurs conditions de vie en améliorant leur cerveau parce que moi ce qui a amélioré ma vie sur le plan naturel en fait c'est la compréhension de mon cerveau et la guérison de certaines maladies en fait associées au cerveau, notamment le TDAH, l'anxiété sociale et bien d'autres choses. Donc voilà en quelques mots en fait d'où m'est venue cette passion pour le cerveau. Tu as dit quelque chose, donc si on comprend bien à partir de ce que tu as dit, il y a un lien entre la qualité de la vie que nous expérimentons et la qualité du fonctionnement de notre cerveau. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment est-ce que ça se passe? Ok, par exemple, vous allez rencontrer en fait des personnes qui passent leur temps à se préoccuper de ce que les autres pensent. Tout le temps en fait ils sont en train de s'interroger à qu'est-ce que l'autre ici va penser de moi, s'il fait ci, s'il fait ça, s'il fait ci. Et en fait elles sont tout le temps un peu stressées, elles sont tout le temps en état d'alerte de suivi. Et en fait des études ont démontré que cette attitude, cette tendance répétitive à se préoccuper de ce que pensent les autres est une maladie qu'on appelle l'anxiété sociale. Et c'est une partie du cerveau en fait qu'on appelle le système limbique qui fonctionne mal à ce moment. Voilà. Je peux en comprendre quelle autre chose. Vous allez voir les personnes qui sont tout le temps apeurées, elles ont peur de tout. Moi j'ai été cette personne dans le passé, en fait, j'avais peur de tout. Les insectes, les animaux, du noir, de la mort, en fait, tout le temps en fait, peur des choses inimaginables. Et je passais en fait toute ma vie dans cette peur. Et je ne me rendais pas compte comment ça pouvait en fait nuire à ma vie. Et les seuls moments où je n'avais pas peur, c'était quand je dormais. Et quand je ouvrais mes yeux.
Je n'avais plus envie de passer en fait une journée parce que ma vie est devenue de plus en plus désagréable. Donc c'est quelques exemples comme ça, en fait, deux exemples majeurs qui peuvent démontrer comment la qualité de notre cerveau aussi peut influencer la qualité de notre vie. Justement, lorsqu'on parle de la qualité de notre cerveau, du fonctionnement de notre cerveau, est-ce qu'il existe des exercices pratiques pour, comment dire, pour permettre que notre cerveau fonctionne à 100% ou bien exercices pratiques entre guillemets? Ok, oui, je dirais qu'il y en a pleinement, il y en a abondamment en fait, plusieurs exercices pratiques pour optimiser, j'aime utiliser ce terme en fait, pour permettre au cerveau de fonctionner de façon optimale. Et il en existe. Je peux prendre un exemple, l'une des façons en fait, que j'utilise pour calmer le stress, ça s'appelle la répétition mentale. La répétition mentale en fait consiste à répéter mentalement un scénario futur en fait, qui n'est pas encore là. Ça permet déjà de donner un avant-goût neuronal et émotionnel à mon cerveau par rapport à cet événement. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de mon cerveau? Mon cerveau aura l'impression que j'ai déjà vécu cet événement. Donc il va diminuer le niveau de stress, augmenter le niveau de confiance afin que j'aborde et que je vive en fait cette réalité future dans la confiance et dans l'assurance. Wow. En fait, quand tu expliques, on voit qu'il y a un lien entre le cerveau, entre les hormones. Oui. Puisque tu as parlé des émotions. Les émotions vont de pair avec les hormones, si je me trompe pas. Non, c'est ça. Oui. Est-ce que tu peux... Ok. Les émotions, en fait, c'est le langage du corps. Les pensées sont le langage du cerveau, les émotions sont le langage du corps, du cœur, du cerveau. Et entre guillemets de l'univers, en fait. Parce que les émotions, en anglais, on peut dire que emotion. E signifie énergie, emotion signifie mouvement, donc c'est énergie en mouvement. Et chaque émotion en fait est associée à un certain type d'hormone. Par exemple, la peur est associée à une hormone qu'on appelle la norépinéphrine. Le stress est associé au cortisol. Bref, tout ce qui est émotion négative entre guillemets est associé au cortisol, qui est l'hormone majeure du stress. Tout ce qui est émotion positive, en fait, est associé par exemple à la joie. La joie produit ce qu'on appelle l'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone de la joie. Les récompenses, en fait, que nous recevons dans la vie, les félicitations par rapport à un examen ou quelque chose que nous avons réussi, libère dans notre cerveau ce qu'on appelle la dopamine. La reconnaissance sociale, la reconnaissance des autres, une position d'autorité, de leadership, génère dans notre cerveau ce qu'on appelle la sérotonine. Et on peut finir encore, je crois que j'ai tout cité, les hormones majeures. Tu as mentionné le cortisol, la sérotonine, la dopamine. Bon, à un moment, je prends l'exemple, une illustration d'un enfant qui a grandi dans un foyer où il a toujours reçu les félicitations de ses parents et autres. Et tout d'un coup, il y a cette coupure-là, brute. Le père n'est plus là pour dire voilà mon fils, la mère n'est plus là. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça qui est la cause souvent des dépendances affectives ou des dépendances, comment on dit, quand quelqu'un devient addict à quelque chose? Parce que le cerveau a déjà enregistré ce fonctionnement. Déjà, je vais juste continuer ce que tu as dit parce que tu as embrayé déjà l'explication. Voilà, en disant que voilà, le cerveau a déjà enregistré en fait cette fréquence-là. Par exemple, si je reçois constamment 1000 francs chaque jour, 1000 francs chaque jour, oui, et que je me retrouve dans une autre réalité où je reçois seulement 500, oui, à un moment donné, mon cerveau, lui, qui est habitué à recevoir 1000 francs, se pose la question de comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je reçois seulement 500? Donc il va tout faire en fait pour me ramener à 1000 francs parce que le 1000 francs devient en fait comme mon standard par défaut. C'est la même chose en fait avec la dépendance. Donc le cerveau en fait cherche à comprendre que pourquoi tu n'atteins plus le même niveau. C'est un peu comme un thermostat ou un thermomètre en fait. On sait que la température normale du corps c'est 37. Voilà, le thermostat, alors lui, ce qu'il fait, c'est que si la température peut-être de la salle dépasse 37, il va chercher à ramener ce qui est élevé à 37. Ou si c'est en dessous, il va chercher à élever à 37. En fait, c'est la même chose. Donc, le cerveau à ce moment, lui, fonctionne en fait comme un thermostat. Donc, il règle, il définit en fait les standards à respecter. Donc maintenant, la personne, comme il ne va plus trouver les appréciations chez son père, il cherchera en fait une personne pour combler
les attentes, ou du moins ce standard-là. C'est ce qui fait en sorte qu'une femme peut être dépendante d'un homme en fait qui, voilà, la nourrit émotionnellement, entre guillemets. En fait, on ne doit pas négliger, tout part aussi du système de pensée, des pensées qu'on accepte, qu'on épouse dans notre vie, parce que les neurones se nourrissent de ces pensées. Effectivement, parce que lorsqu'on fait un scanner du cerveau, chaque pensée en fait se produit à l'intérieur du cerveau comme une impulsion électrique. Donc chaque fois que je pense, en fait, il y a une impulsion électrique qui est générée dans mon cerveau. Et d'après une loi majeure en neurosciences, on appelle ça la loi de L, elle stipule que les neurones qui vivent ensemble se connectent ensemble. Pour dire qu'en fait, plus j'entretiens certains types de pensées, plus elles ont tendance à demeurer ou à se répéter. Donc, si peut-être j'étais habitué à avoir des pensées défaitistes, mes neurones en fait vont former ce qu'on appelle un réseau neuronal. Donc, il y aura un grand paquet de neurones dans mon cerveau en fait associés uniquement au défaitisme. Donc, à un moment donné, elles vont fonctionner de façon automatique et répétitive. Donc, sans ma volonté, il y aura toujours en fait ces pensées-là qui vont émerger dans mon cerveau. Et c'est ce qui en fait pousse les gens. Il y a des personnes qui sont dépressives et qui ont envie de se suicider parce qu'en fait ici dedans ça ne fonctionne pas très bien. Mais qu'est-ce que concrètement on peut faire pour éliminer? C'est qu'il y a une sélection de pensées ou bien premièrement, la meilleure façon de surmonter cet état-là, c'est de reconnaître que je suis déjà dans l'idée. Donc il faut d'abord prendre conscience du type de pensée, en fait répétitive, automatique qui domine mon cerveau. Ensuite, trouver l'équivalent positif entre guillemets ou l'opposé direct de ces types de pensées et commencer en fait à les entretenir, parce que grâce à la neuroplasticité qui est la faculté de notre cerveau de se déconnecter de vieux cycles neurologiques pour se reconnecter vers de nouveaux cycles neurologiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si je commence à entretenir des pensées plutôt positives par rapport à cette défaitiste, mon cerveau aura tendance à créer aussi un autre cycle neuronal associé à ce type de pensée. Donc il va déconnecter certains fils associés au défaitisme pour se reconnecter aux pensées plus positives. Justement, rejoignant ce que tu as entendu, je me rappelle dans l'une de tes publications sur ta page Facebook, tu avais écrit, je cite, vos croyances influencent vos réalités. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait? Ok, vos croyances influencent votre réalité en fait. Parce que ce que je crois, c'est ce qui devient réel. On peut illustrer ça en fait sur une forme d'échelle. Les pensées que nous avons chaque jour se mélangent avec des émotions. Émotion plus pensée devient un état d'être. Dans l'entendre des personnes qui vont dire je me sens triste, je ne sais pas pourquoi mais je me sens triste, ça c'est un état d'être. Les états d'être en fait répétés sur des mois deviennent des attitudes. Donc j'ai une attitude de tristesse. Après, des attitudes répétées en fait sur plusieurs mois deviennent des croyances. Donc je crois à partir d'un moment donné de ma vie que la tristesse et moi, c'est toute ma vie. Donc je suis destiné à être triste. Maintenant, des croyances répétées sur plusieurs années deviennent des perceptions. Donc je commence en fait à percevoir tout sous le filtre de la tristesse. Je commence à voir en fait des personnes qui, tout ce qu'elles vont faire en fait, je cherche la part de la tristesse, même si c'est que ce n'est pas ça qui implique leurs actions. Je vais chercher en fait la part, pourquoi ça a modifié ma perception. Or du moment où je modifie ma perception, je modifie ma réalité. Parce que on peut expliquer que en réalité, pour moi, en tout cas c'est mon analyse, on n'a pas de problème. Tout dépend de la perception que nous avons des problèmes. Oui, je peux utiliser une situation entre guillemets difficile pour me propulser, comme je peux aussi utiliser une situation en fait pour me rendre down ou pour me rabaisser. Tout dépend de la perception. Tout dépend de la perception que nous avons. Et maintenant, sur le thème de croyance, en fait, c'est que d'après le docteur Joe Dispenza, 95% en fait de nos croyances en fait résident dans notre subconscient. Or, le subconscient, c'est la partie du cerveau qui influence notre réalité. Elle est un peu comme un centre d'attraction. Donc ça attire les événements qui sont en harmonie avec ce que je crois. Il y a ce qu'on appelle le principe de correspondance. C'est ce que je vis à l'extérieur correspond à ce que je vis à l'intérieur. Et même aussi, quand on prend par exemple ce que Proverbe 4.23 dit, c'est que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le souffle de la vie. Or, cette source de la vie là, de manière scientifique, ça se démontre parce qu'en fait, le cœur a un champ magnétique
qui est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Donc, le cœur, en fait, a une facilité à attirer les événements. C'est pourquoi Jésus aussi lui a dit que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, le viol, l'adultère, les meurtres. Parce qu'en fait, c'est du cœur, c'est ce que je crois. Or, le cœur a une communication avec le subconscient. Donc, c'est à ce moment-là que ce que je crois peut devenir ma réalité. Donc, tout part du fait qu'on doit contrôler le subconscient. Effectivement. Mais comment se discipliner donc notre pensée? Peut-être par exemple nous les femmes, il y a tout un désordre, un embouteillage de pensée. En même temps on pense à la nourriture, en même temps on pense au régime, moi particulièrement, en même temps on pense aux chaussures, en même temps on pense, mais comment se discipliner dans les... Est-ce que ce n'est pas ça quelque part qui est la cause de ce que tu as mentionné, le TDAH, trouble de déficit d'attention ou sans hyperactivité? Est-ce que ce n'est pas... Oui, ça peut être lié à cela parce que à force d'être, je sais pas comment dire, de voyager entre guillemets avec ses pensées et son attention un peu de partout, ça crée un trouble. Parce que quand on parle d'attention, c'est que ce que je porte mon attention, si par exemple là je regarde la caméra, je suis en train de porter mon attention vers la caméra. Alors si tout le temps en fait mon esprit, mon cerveau est constamment en train de regarder à gauche, à droite, à un moment maintenant ça crée un trou. Oui. Maintenant, sur la question de comment discipliner ses pensées, pour moi je dirais c'est on discipline ses pensées en fonction de ce qu'on veut vivre. Oui. Si je veux vivre une vie en fonction d'un certain nombre de priorités, si j'ai déjà une vision, en fait, s'il y a un objectif majeur de ma vie, je sais quel type de pensée en fait correspond à cette vision-là. Donc pour moi c'est déjà avoir une vision, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Et en fonction de cette vision, je crée une sorte, d'échelle de pensée en fait, que je dois constamment entretenir. Parce que, en fait, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent contrôler leurs pensées. Oui, tout part déjà de cette conviction intérieure, c'est que je peux choisir de contrôler mes pensées. Parce qu'en fait, nous avons le libre arbitre. Maintenant, c'est savoir utiliser ce libre arbitre en fait, à bon escient. Sinon, mon inconscient, entre guillemets, va dominer sur mon conscient, sur ma capacité de choisir. Donc, les choses automatiques qui n'émanent pas forcément de ma volonté vont prendre le dessus par rapport à ce que je peux contrôler, ce que je peux choisir. Donc, toute une question de conviction intérieure. Est-ce que tu crois que tu peux choisir? Si oui, commence à entraîner-toi en fait à focaliser, ou du moins discipline ton attention. C'est un type de pensée. Si ton attention va à gauche, ramène-la au fur et à mesure, après ça deviendra automatique. En fait, tu dois tout simplement discipliner tes pensées en fonction de là où tu vas aller. Effectivement. En fait, ta vision que tu as. Oui. Ben, le plus grand problème déjà dans cette jeunesse, c'est que la plupart ne savent pas où ils vont. Je pense que ça découle aussi d'un point d'identité parce qu'une fois que tu sais qui tu es, tu sais où tu vas et puis tu arrêtes d'entrer dans le conformisme. Effectivement, effectivement. Déjà, moi je pense que c'est beaucoup de personnes, parce qu'il y a deux mots associés au cerveau. Il y a le mode de suivi, il y a le mode de création. Le mode de suivi, c'est l'état dans lequel nous sommes, où nous avons tendance à nous conformer à notre environnement, où nous laissons en fait notre environnement nous influencer une multitude. Si peut-être en fait autour de nous on a toujours fait comme ça, nous on va dire ok, comme on a toujours fait comme ça, je m'aligne et je fais aussi comme ça. Mais l'état de création, c'est un état où en fait moi-même je crée ma propre réalité en fait. Je choisis mon chemin. S'il n'a jamais existé en fait, je décide de le créer. Parce qu'en fait c'est là l'état le plus dur parce que vous allez rencontrer beaucoup de contrariétés, vous allez rencontrer beaucoup d'opposition, vous allez à un moment vous sentir entre guillemets rejeté, abandonné par certaines personnes parce que c'est là où vous allez abandonner certaines habitudes par rapport à votre génération et puis c'est affronter ces étiquettes en fait que moi je pense que pour la plupart c'est assez difficile, entre guillemets, elles ne veulent pas persévérer jusqu'à avoir la victoire, prendre le dessus sur ces dernières. C'est vraiment, en fait, je suis sans mots. C'est une très belle, on a résumé vraiment ce que c'est que le fonctionnement du cerveau, quelles sont les causes des limites de, c'est quoi l'optimisation de notre cerveau. Et nous te disons merci
pour vraiment ce moment qu'on a partagé avec toi. Mais s'il fallait laisser le public avec quelques mots, ce serait quoi? C'est que si vous comprenez en fait que vous pouvez contrôler ce qui se passe dans votre cerveau, vous pouvez contrôler en fait ce qui se passe dans votre vie. Parce que si je choisis ce que je pense, si je choisis ce que je ressens, cela va influencer ma perception, par conséquent ma réalité. Donc, comme moi, par exemple, j'ai appris à contrôler mon cerveau, à choisir en fait un type de pensée que j'ai constamment entretenu. J'ai nourri constamment en fait mon cerveau par la lecture, par la recherche de la connaissance, en fait tout a créé en moi une certaine perception et m'a poussé en fait à faire des choix différents parce que ce sont nos pensées en fait qui influencent nos choix. Or nos choix définissent notre destinée. C'est ce que je choisis, que je vis. Donc si déjà je choisis premièrement des bonnes pensées, en fait des pensées alignées à la vision de ma vie, alors je pourrais à ce moment avoir une réalité optimisée. Donc, en conclusion, c'est que si vous optimisez votre cerveau, vous optimiserez votre réalité et votre vie. Si vous optimisez votre cerveau, vous optimisez la qualité de votre vie. C'est ça? C'est ça. Justement, en parlant de lecture, tu as dit que tu as optimisé ton cerveau en passant par la lecture. Ouais. Je me rappelle que lors de notre discussion, tu m'as fait comprendre, tu as lu, c'est combien de livres en un an? 100 livres en 2018. 100 livres en 2018. Et en 2019, 150. Tu peux nous expliquer comment tu as fait ça? Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et je suis sûre que... Donc merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Joseph sur sa page Facebook et nous vous disons merci de nous avoir consacré votre temps et encore une très bonne et heureuse aussi merci au restaurant Foodies qui est situé à Bonamoussadi, en face école publique Bonamoussadi à Douala. Et très bientôt, nous aurons le privilège aussi de recevoir le manager de Foodies. Merci, c'était Solange Pamy avec Joseph de Joe Brain. Nous vous disons merci. N'hésitez pas de liker la page, de partager la page au maximum, car comme je le dis toujours, c'est ensemble que tout est possible. My passion, my job, c'était Solange Pamy. Au revoir.